Bienvenue à tous. Alors, vous avez eu le même signal que moi. Donc, cette présentation est enregistrée. Donc, elle sera disponible aux membres sur le site Internet de l'APMAC. Donc, il suffit de se connecter à son profil puis d'aller dans les souvenirs des activités. On va essayer de mettre ça un petit peu plus convivial là, pour que ça soit accessible rapidement sur le site Internet, les présentations des rendez-vous dimanche. Mais pour l'instant, donc, il faut aller dans le souvenir des activités passées, se connecter à son profil, puis on peut regarder là, chacune des précédentes activités. Je vais juste couper les micros de tout le monde pour que ça soit plus il n'y a pas de petits sons là en attendant, puis on réactivera au besoin. Donc, alors, bienvenue à cette dernière activité. Comme je le disais un peu plus tôt, c'est la dernière activité virtuelle de la saison. Donc, le beau temps arrive, on veut être dehors, on veut être à l'extérieur. Puis, on a le relais aussi avec les activités estivales qui s'en viennent. Je vous en reparlerai à la fin de la présentation. Donc, où on va se voir en personne, si tout va bien. On se croise les doigts, puis on espère que les conditions sanitaires vont continuer à nous le permettre. Donc, je suis Noémie, je suis directrice des Amis et propriétaires de Maisons Anciennes du Québec. Donc, bienvenue. Et aujourd'hui, juste un petit rappel technique avant qu'on commence. Donc, si jamais vous êtes déconnecté là, de la présentation pour une raison ou une autre, réutilisez le même lien, puis vous allez pouvoir vous rejoindre à la conférence facilement. Comme je l'ai dit, vous pourrez ouvrir vos micros pour poser vos questions au fur et à mesure. François Varin est à l'aise avec ça. Là. Vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure, mais je vous invite à ce que vos questions restent quand même générales parce qu'on est assez nombreux dans la présentation aujourd'hui. Si vous avez une question spécifique, je vous invite à l'écrire en détail parce que souvent, plus la question est détaillée et riche, meilleure la réponse sera. Donc, à l'adresser au groupe conseil de l'APMAC. Donc, aujourd'hui, la présentation, c'est une présentation dans le cadre des activités et des services du groupe conseil de l'APMAC, qui est un groupe de personnes qui ont développé une expertise, disons, une connaissance approfondie de la restauration, de l'entretien des maisons anciennes, dont fait partie François Varin. Donc, vous pouvez, en tant que membre de l'APMAC, adresser vos questions sur l'entretien, les travaux, la restauration, diverses questions de tout ordre au groupe conseil. Donc, il faut l'envoyer par écrit avec photo à l'appui. Et les membres du groupe conseil vous répondent. Il y en a d'autres aujourd'hui, des membres du groupe conseil qui font partie de la présentation, peut-être qu'ils voudront aussi contribuer. Et le groupe conseil vous répond là, avec des questions, avec des réponses qui sont vraiment très impressionnantes et très riches, puis qui vous guident selon vos besoins. L'année dernière, par exemple, le groupe conseil a reçu plus de 70 questions, donc, et qui souvent là, mènent à plusieurs réponses, c'est-à-dire qu'il y a un échange, là, il peut y avoir une contre-question puis une contre-réponse. Je ne sais pas si ça se dit, mais enfin, un échange, bref. Et les usagers du groupe conseil apprécient vraiment le service. Donc, je vous en reparle pour ça. Alors, ça, c'est dit. Les questions aussi, donc j'ai dit au fur et à mesure, ceux qui, par exemple, étant donné que la conférence est enregistrée, ne voudraient pas apparaître à l'écran, c'est correct, vous pouvez juste ouvrir votre micro et puis parler. Puis si vous voulez aussi, vous pouvez simplement écrire votre question directement dans le chat. Le chat ou la discussion, qui est le petit phylactère, la bulle, là, comme une bande dessinée qui apparaît dans le bas ou dans le haut ou à droite de votre écran, là, ça dépend des plateformes. Donc, je pense que ça fait pas mal le tour pour les directives. Alors, oui, avant de commencer, François Varin, comme les autres membres du groupe conseil, sont d'ailleurs tous des bénévoles et la semaine prochaine sera la semaine de la reconnaissance des bénévoles. Donc, je voulais juste un petit mot parce que l'APMAC repose énormément sur le travail des bénévoles, autant pour les activités que les conseils du groupe conseil, que le conseil d'administration. Donc, je voulais en profiter pour remercier tout cet engagement-là qui est très significatif, autant pour l'APMAC, mais aussi qui se reflète là, dans la protection et la conservation du patrimoine bâti. Donc, un grand merci à vous tous. La présentation d'aujourd'hui, donc la restauration, une démarche ordonnée et réfléchie.
qui est un peu une demande qu'on a fait à François Varin. Parce que François a une grande expérience, certains d'entre vous le connaissent déjà. Je ne vais pas faire tout son CV parce que peut-être que ça le gênerait et puis parce que c'est assez impressionnant, mais c'est plus de 30 ans comme fondateur et à la Fondation Rue Principale. Je pense que ça, il faut quand même en parler. Là. Le Rue Principale, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un organisme qui vise à dynamiser les cœurs des communautés à travers différents leviers, notamment le patrimoine local. C'est aussi de nombreux articles dans Continuité. Moi, je m'y réfère tout le temps. Donc, je vous renvoie à ces nombreux articles dans Continuité. C'est des fiches conseils aussi qui sont encore disponibles là, sur Action Patrimoine, sur le site d'Action Patrimoine. Une foule de ressources. Puis, on a déjà eu un aperçu de ce qui s'en vient. Donc, des nouvelles ressources à venir. François Varin a aussi à sa retraite, nous disait-il à l'instant, donc enseigné dans le cadre de l'attestation d'études collégiales qui a été développée en collaboration entre le Conseil des métiers d'art et le Cégep du Vieux-Montréal. Je vais juste couper votre son, je m'excuse. Où il a donné un cours sur la caractérisation des bâtiments anciens. Alors, vraiment, on est entre bonnes mains aujourd'hui. Aujourd'hui, la démarche de restauration, de la recherche historique au programme d'entretien, en passant par la recherche comparative, les relevés, etc. Bonne présentation à vous tous. Et puis, s'il y a quoi que ce soit, écrivez dans le chat, soit directement à moi ou à tout le monde. Puis, je vais essayer de faire le relais là, avec M. Varin. Ah, je ne vous entends pas. On ne vous entend pas. Je vous demande de vous. Ça fonctionne. Un instant. Vraiment. Est-ce que vous voyez bien? Tout est beau? Vous m'entendez bien aussi? Oui, parfaitement. Alors, allons-y. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre ou du moins à me poser des questions si vous voyez que votre question peut être utile dans le cadre de ce que je présente au fur et à mesure que je le présente. Alors, moi, la façon dont je vois ça, j'ai pris une formule que vous connaissez bien. Hein, on sait bien où on va quand on sait d'où on vient, mais ça se justifie très bien aussi pour les bâtiments quand on intervient. C'est que si on connaît mal le bâtiment sur lequel on intervient, ben, on s'en va des fois un peu tout croche. On peut perdre des choses intéressantes. Alors, il faut garder en tête qu'un bâtiment, c'est une ressource qui est rare et qui n'est pas renouvelable. On comprend bien que si on perd un bâtiment, s'il est démoli, on vient de perdre un témoin d'histoire. Un bâtiment, bien sûr, a évolué à travers le temps. Il peut y avoir plusieurs étapes dans l'évolution d'un bâtiment. Et donc, c'est important d'arriver aussi à essayer de distinguer les différentes étapes qui font qu'un bâtiment possède aujourd'hui un ensemble de pages d'histoire qu'il nous révèle. Alors, la restauration d'un bâtiment historique, donc, c'est une opération qu'on doit documenter. Parce que, dans le fond, il ne faut pas faire de gestes gratuits. Il ne faut pas, comme je le dis, le dernier point, que nos préférences guident notre processus de rénovation ou de restauration. C'est-à-dire, si on achète un bâtiment ancien, on essaie de respecter d'abord et avant tout. Oui, est-ce qu'il y a un commentaire? J'ai entendu quelque chose. OK. Alors, si on achète un bâtiment ancien, bien, ce qu'il faut, c'est aussi de respecter ce bâtiment-là. Si on l'a acheté parce qu'on trouvait qu'il était intéressant, bien, il faut faire en sorte de maintenir l'intérêt qu'il porte, ce bâtiment-là. Et donc, il faut arriver à se donner une démarche qui va être par étapes. Et encore une fois, qui n'est pas nécessairement compliquée. C'est dans le fond juste une démarche très logique. Si on veut intervenir, on veut savoir d'où vient ce bâtiment-là, quand il a été construit, quelles sont ses particularités, et pour être capable en les reconnaissant visuellement, physiquement, bien, qu'on soit capable d'intervenir adéquatement. Donc, c'est un processus, somme toute, qui est logique et qui fait appel au gros bon sens. Je fais référence à la Charte de Venise en introduction.
On parle de restauration. Pour certains, le mot restauration peut peut-être s'appeler plutôt rénovation. Dans l'usage courant des termes, quand on parle de restauration, c'est qu'il y a une attention beaucoup plus respectueuse qui est apportée au bâtiment, de telle sorte que ce qu'on fait soit vraiment dans le sens du bâtiment, dans la conservation de l'esprit du bâtiment, de sa substance ancienne. Quand on parle de rénovation, bien là, on commence un peu à jouer avec le bâtiment. On peut changer des éléments parce que on veut le mettre au goût du jour ou parce que si par exemple, prenons une fenêtre, si on a un bel encadrement autour d'une fenêtre, où on a des encadrements qui sont très élaborés, bien souvent, à la faveur d'un changement du revêtement sur les murs, on simplifie l'encadrement autour des ouvertures. Or, on appellera ça de la rénovation. Mais quand on parle de restauration, on va essayer de maintenir l'encadrement original du bâtiment, de maintenir les mêmes fenêtres, de maintenir les mêmes revêtements sur les murs. Et ce que la Charte de Venise dit, la Charte de Venise, c'est une charte que je dirais tout. Il faut s'entendre, ce n'est pas tout le monde nécessairement qui s'arrête à la Charte de Venise, mais les architectes ou les professionnels qui travaillent au niveau du patrimoine prennent en compte ce que dit cette Charte de Venise. Une Charte de Venise qui a été élaborée lors d'un congrès des architectes en 1964, donc elle date. Et moi, j'ai eu l'occasion d'avoir une formation avec des gens qui ont été dans la conception même de la charte et qui me disaient qu'on pouvait lui faire dire un peu ce qu'on voulait à la charte. C'est-à-dire qu'on peut toujours, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Alors, c'est clair que quand on ne veut pas respecter quelque chose, on peut trouver toutes sortes de prétextes pour passer outre. Mais ce que la Charte de Venise dit, si on tient compte de ce qu'elle dit véritablement, elle dit que la restauration doit se fonder sur le respect de la substance ancienne et de documents authentiques. Elle doit s'arrêter là où commence l'hypothèse. C'est-à-dire que souvent, quand on intervient sur un bâtiment, on n'a pas toutes les photographies anciennes qui nous montrent comment le bâtiment a évolué. Si on n'arrive pas à distinguer avec une chaîne de titres autrement comment le bâtiment a évolué, bien, on rentre dans une zone floue, une zone où les choses ne sont pas précises. Donc, ce que la Charte dit, bien, arrêtons-nous quand on commence à faire des hypothèses. Intervenons avec des faits, avec des évidences, des témoignages crédibles. Mais encore une fois, ça, c'est la théorie. On comprend bien que quand on intervient sur notre bâtiment, vous n'avez pas nécessairement à dire « moi, je respecte la Charte de Venise » ou « je ne peux pas faire cette intervention-là parce qu'on m'a dit de respecter la Charte de Venise ». Donc, on comprend que il faut passer de la théorie à la pratique. Mais allons plus loin. Ici, ce que l'UNESCO dit, qu'au cours des ans, tout bâtiment subit des modifications du simple fait de son entretien normal. Les bâtiments acquièrent en tant que témoins d'événements passés une signification historique nouvelle. On a souvent vu ça, un bâtiment qui évolue dans le temps. Il y a des apports qui lui sont apportés, des modifications qui lui sont apportées qui peuvent ou bien enrichir le témoignage que porte le bâtiment ou banaliser, appauvrir le bâtiment. Donc, il faut arriver à distinguer si un apport à travers le temps est significatif, il est intéressant, ou si autrement, au contraire, il nous a fait perdre des éléments plus intéressants du bâtiment. L'UNESCO dit bien qu'il faut d'abord procéder à un examen architectural et photographique du bâtiment. L'examen de la structure, de l'état général, va nous aider à éclaircir certains points. Et c'est la connaissance familière qui va nous permettre de distinguer les meilleures méthodes pour intervenir. Ça, c'est ce que les professionnels en conservation ont en tête. Mais de façon pratique, quand on intervient, c'est très simple, somme toute. Prenons cet exemple ici. Vous avez un bâtiment qui est dans un village, c'est à Sainte-Croix. Vous avez donc le bâtiment en haut, la photo du haut, c'est au début du 20e siècle. C'est un bureau de poste et vous voyez très bien les caractéristiques. C'est un toit, dans le fond, mansard à quatre hauts, donc à 4 versants. Et vous avez une tourelle engagée dans la toiture avec un balcon. Et vous voyez que du début du 20e jusqu'à vers 1980, les mêmes caractéristiques ont somme toute été
maintenu, pratiquement, sans trop de changements. Et bien sûr, vers les années 2000, quand je suis passé prendre la photo, vous voyez très bien qu'on a perdu pas tous les éléments qui faisaient l'intérêt du bâtiment, mais on a perdu beaucoup d'éléments. D'une part, les fenêtres ont été changées, les encadrements ont été changés. Regardez les encadrements des lucarnes qui étaient dans le brésis. Vous savez comment on appelle ça, hein? La partie moins abrupte d'un toit à mansard, on appelle ça un terrasson. Et la partie plus abrupte, où sont actuellement les lucarnes, sur la photo de gauche en bas, on appelle ça le brésis. Alors, on voit les lucarnes sont dans le brésis et regardez comment elles sont somme toute, très intéressantes. Elles sont à pignon avec un linteau un peu en chapeau. Et vous voyez très bien comment les encadrements sont quand même assez élaborés. Et on a tout perdu ça. On a perdu aussi les revêtements de bardeaux de bois sur le brésis. C'est devenu du bardeau d'asphalte. La tourelle a été coupée, choppée, comme on dit, en bon québécois. On a aussi enlevé le balcon. On a, dans le fond, modifié beaucoup le bâtiment. Malheureusement, c'est dommage parce que le bâtiment avait réussi sur 80 ans à maintenir ses caractéristiques. Et là, à la faveur d'une rénovation, parce que c'est vraiment une rénovation, ça, on a perdu beaucoup d'éléments. Probablement parce que le propriétaire... Oui? Il n'y a rien. Est-ce que vous avez un commentaire? Ah, OK. Alors, on voit que le bâtiment a perdu beaucoup de ses caractéristiques. Et donc, probablement que le propriétaire était mal conseillé ou a voulu suivre le goût du jour ou n'avait pas suffisamment les ressources. Mais poser du bardeau de bois sur une couverture, c'est accessible pour tout le monde. Il y a des techniques à suivre et ça dure beaucoup plus longtemps que le bardeau d'asphalte qui dure une vingtaine d'années, pas tellement plus. On comprend qu'aujourd'hui, le bardeau de bois n'est plus fendu, il est scié, donc il faut quand même avoir une protection, mais peu importe. C'est uniquement pour illustrer qu'un bâtiment donc subit une évolution au fil du temps, au fil des ans. Plus on va trouver des photographies anciennes, plus on va mieux comprendre ce qui s'est passé. Alors, les interventions habituelles, c'est bon de se rappeler les interventions habituelles qu'on fait sur un bâtiment. On peut faire de l'entretien, de la réparation. Si on peinture un bâtiment, on appelle ça de l'entretien. Si on remplace quelques barreaux d'un garde-corps, c'est de l'entretien. Si la galerie, les planches sont pourries, on fait une réparation, mais on le fait toujours en respectant la façon dont ça a été fait. On fait une intervention qui est beaucoup plus coûteuse, beaucoup plus importante quand on rentre dans l'étape de la rénovation ou de la restauration. Et j'ai fait la distinction tantôt entre l'un et l'autre. On peut aussi construire. Il n'y a rien qui empêche de faire un ajout, un peu comme on faisait une cuisine d'été dans le passé. La cuisine d'été n'était pas là au tout début, mais elle arrivait très rapidement parce qu'on se rendait compte que l'été, d'avoir un bâtiment qui est moins chaud, qui est plus ventilé, on faisait la cuisine donc dans la cuisine d'été l'été. Et bien sûr, la reconstruction d'une partie ou de l'ensemble, on peut comprendre que quand on fait une reconstruction, on vient de perdre beaucoup de ce qui était le bâtiment original. Mais le point de départ, avant de faire quelque intervention que ce soit, c'est de s'assurer que notre bâtiment est dans un bon état de santé physique. Et pour connaître l'état de santé physique d'un bâtiment, il faut être en mesure d'évaluer son état structural, d'évaluer l'état des différents éléments, des différentes composantes, et d'évaluer la bonne apparence du bâtiment selon son époque et selon son style. Et comme je disais au début, quand on sait plus d'où on vient, on sait plus où on s'en va, mieux connaître comment on a bâti permet de mieux intervenir sur le bâtiment. Regardons un peu. C'est sûr que là, je vais juste des clins d'œil parce qu'on pourrait prendre plusieurs heures à regarder un peu comment a évolué chacune des composantes d'un bâtiment. Ça, c'est quelque chose éventuellement qu'on pourra faire des petites capsules sur l'évolution des toitures, l'évolution des fenêtres, l'évolution des revêtements des murs, tout ça, parce que il y a quand même beaucoup de choses à dire. Mais juste pour dire comment est-ce que chaque revêtement, on prend ici les toitures, présente un aspect visuel qui est unique, présente des caractéristiques uniques. Vous voyez à gauche toute la toile à la canadienne, ce que ça donne comme apparence. Vous avez de la planche à clin
sur la deuxième image, en partant de la gauche, vous avez ensuite de la toile à baguette. Et voyez-vous, c'est sur une toiture qu'on appelle à mansarde. Donc, vous avez le terrasson qui est souvent, comme l'angle est très faible, on a tendance à mettre une tôle à baguette habituellement. Et sur le terrasson, la partie plus abrupte, on peut soit mettre du barbeau de bois, soit mettre de la tôle à la canadienne parce que ça demande un angle plus prononcé. Et vous avez ensuite de la toile à baguette sur un appentis à une pente, à un versant, etc. On voit donc que quand on regarde attentivement et la toiture, et les fenêtres, et les murs, on peut remarquer des caractéristiques particulières à notre bâtiment. Encore une fois, je regarde ici les fenêtres parce que c'est important, les fenêtres. Les fenêtres, c'est comme les yeux d'un bâtiment. Vous avez ici, sur ce bâtiment-là, à gauche, les fenêtres originales, donc des grandes fenêtres à guillotine. On dit 2 carreaux sur 2 carreaux, alors qu'elles ont été rénovées dans un deuxième temps et bien sûr mal rénovées. D'une part, on a perdu beaucoup de luminosité naturelle à l'intérieur et en plus, on a dénaturé le cachet de ces ouvertures-là. On les a carrément enlaidis. Alors, c'est clair que si la Charte de Venise dit qu'il faut essayer de garder les apports significatifs apportés au bâtiment au fil des ans, on peut comprendre qu'ici, là, il n'y a aucune hésitation, si on veut revenir aux ouvertures originales, de le faire sans se sentir coupable de modifier quelque chose qui a été déjà modifié et de très mauvaise façon. Et les fenêtres, j'insiste sur les fenêtres parce que, comme je disais, les fenêtres, c'est un peu comme des yeux humains. Hein? On les maquille, ils sont bleus, ils sont verts, ils sont bruns, peu importe. Mais les fenêtres, c'est important. Et quand on a, voyez-vous, sur ce tableau-ci, vous voyez à gauche le modèle de la fenêtre d'origine. Vous avez un modèle de remplacement qui est préférable d'adopter et vous avez des versions simplifiées en troisième colonne et vous avez certainement des modèles de remplacement qui deviennent inacceptables en quatrième colonne. Et je vais résumer la chose suivante, c'est que un bâtiment qui est conçu pour avoir des fenêtres à battants, les fenêtres à battants demandent une ouverture beaucoup plus large et moins haute qu'une ouverture de fenêtre à guillotine où l'ouverture est plus étroite et plus haute. Donc, architecturalement, il y a une distinction à apporter, mais on comprend que souvent, les gens ont des fenêtres à battants, ils peuvent les changer pour des fenêtres à guillotine et inversement, les gens ont des fenêtres à guillotine et veulent mettre des fenêtres à battants parce que leur préférence va aux fenêtres à battants. Ce que j'ai dit simplement, c'est qu'en analysant, en faisant le tour de son bâtiment, en regardant les photographies anciennes, on va confirmer ou non, est-ce que ce bâtiment-là est un bâtiment qui a été construit avec des fenêtres à battants ou des fenêtres à guillotine? Ce sont les deux grands modèles d'ouverture pour les fenêtres que nous avons au Québec. Donc, des fenêtres à battants, qui sont de tradition française, et des fenêtres à guillotine, qui sont de tradition anglaise. C'est clair qu'un bâtiment qui a été construit avant 1800, il y a fort à parier qu'il était muni de fenêtres à battants, mais pas nécessairement un bâtiment construit au 19e siècle peut aussi avoir été construit avec des fenêtres à battants. Et des fenêtres à guillotine vont plus trouver place ici au pays, comme au début du 19e, sensiblement. Mais vous allez aux États-Unis, vous allez voir des fenêtres à guillotine à petits carreaux, comme on trouve ici, des fenêtres à battants à petits carreaux au 18e. Donc, les petits carreaux, c'était vraiment la grandeur de verre qu'on pouvait se permettre. Les verres étaient soufflés à la bouche. Alors, on ne peut pas avoir des grandes plaques de verre. Les grandes plaques de verre vont arriver vers la fin du 19e. On va faire du verre sur cylindre, du verre flotté. Encore une fois, on pourrait passer 1 heure à parler juste des fenêtres, mais c'est plus pour donner une idée que plus on va être curieux face à un bâtiment, plus essayer de comprendre c'est quoi les fenêtres, c'est quoi l'évolution des fenêtres, mieux on va apprécier ce que notre bâtiment nous présente. Et souvent, vous avez des fenêtres à grands carreaux, comme l'image à gauche, la deuxième image de la première colonne, les fenêtres à grands carreaux. Les grands carreaux étaient possibles seulement vers la fin du 19e siècle, vers 1870-80. Parce qu'on faisait du verre sur cylindre
Donc, on pouvait découper des plus grandes feuilles de verre, plaques de verre. Mais souvent, ce qu'on faisait à la fin du 19e siècle, c'est qu'on coupait les petits bois. Voyez-vous la fenêtre du haut? Vous avez 4 carreaux qui deviennent un seul carreau, si on regarde en dessous. Alors, on coupait les petits bois parce qu'on pouvait avoir des verres plus grands et on avait des battants à 12 carreaux par battant, comme on voit l'image du haut, et on se retrouvait avec 3 carreaux par battant parce qu'on réunissait 4 carreaux pour en faire un seul carreau. Ça, c'était possible parce qu'on était disponible maintenant des carreaux de verre beaucoup plus grands. Je vais insister sur le fait que tout est une question de détail. À la limite, un bâtiment, en partant, c'est une boîte carrée. On lui fait un toit plus ou moins prononcé. On lui ajoute des tourelles, des appentis, une galerie, une véranda. Alors, tout est dans le détail. Regardez l'image du haut ici et l'image du bas. Ce qui se passe, c'est que souvent, petit à petit, à la faveur de travaux d'un propriétaire qui succède à un autre propriétaire, qui sont moins sensibles à la conservation des détails, on appauvrit l'une après l'autre les composantes. On avait du bardeau de bois, on avait un clin de bois, on avait des denticules au niveau des corniches. Je vais plutôt prendre ma souris. On avait ici des denticules. On avait, voyez-vous, on avait ici des encadrements avec des ouvertures, des planches cornières ici. Tout ça est disparu à la faveur de nouveaux revêtements. C'est sûr que quand on a un bâtiment comme celui-ci, qu'on va lui mettre un clin de vinyle, c'est évident qu'on perd tous les éléments. Maintenant, j'ai vu des propriétaires qui ont, tout en utilisant du vinyle, ont quand même conservé les encadrements de bois, les planches cornières, donc ces planches-là qui forment les coins des bâtiments, qui sont essentielles pour nous donner une idée de solidité, de stabilité du bâtiment. Et ils les ont conservés, et des fois, c'est à s'y méprendre. Mais encore une fois, j'aimerais insister sur le fait qu'on est au Québec, un pays de bois. On devrait utiliser le bois. Il n'y a pas de meilleur matériau qui dure dans le temps. Il faut simplement l'entretenir. Et souvent, on va vers le vinyle ou vers les matériaux contemporains parce qu'on ne veut pas faire d'entretien. Mais ce qui se passe, c'est que c'est une dépense inutile parce que le vinyle, après une quinzaine d'années, il se farine, il se décompose, c'est chimique. Et il faut donc mettre un nouveau revêtement. Alors que le revêtement de bois, si on l'entretient, ça peut durer très longtemps. Vous avez des compagnies comme Mabec qui vendent maintenant du bardeau de bois ou une planche à clin de bois qui vous garantissent 15 ans sans entretien. Si vous apportez une couche de peinture, ça étire après 15 ans, ils vous garantissent 25 ans et 50 ans contre la pourriture. Il n'y a rien qui bat ça aujourd'hui. Alors, regardez souvent l'évolution fréquente d'un bâtiment au fil des ans, et c'est ça qui nous fait comprendre comment, quand on regarde ici à gauche, le bâtiment original, qui est donc un peu de facture victorienne, donc vers la fin du 19e. Ici, on a une contrefaçon, donc on dénature certains éléments. On fait une rénovation partielle, donc on fait disparaître petit à petit les détails qui faisaient la saveur de ce bâtiment-là. Et on peut bien voir là, ce qu'on perd de l'image 1 à l'image 3, et souvent une rénovation très moderne qui fait disparaître toutes les caractéristiques originales du bâtiment. Alors, j'insiste là-dessus avant de parler du processus à suivre qui suit dans ma présentation pour indiquer que c'est important d'avoir l'esprit ouvert, l'esprit curieux, de regarder attentivement notre bâtiment. C'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut regarder un bâtiment. Il suffit juste de prendre le temps de regarder et de décoder ce que le bâtiment présente comme caractéristiques. Et si vous avez des photographies anciennes, comme on le verra dans le processus, ça permet de comparer les évidences physiques qu'on observe avec ce que donnent les faits, les photographies anciennes ou les actes notariés ou des choses comme celle-là. On va y revenir. Alors, l'objet de la présentation d'aujourd'hui, c'est donc de
quel est le processus à suivre pour intervenir adéquatement dans la restauration de notre bâtiment. Pour moi, je voyais 7 étapes. La première, de prendre le temps de faire une recherche historique élémentaire, une recherche documentaire élémentaire. C'est sûr que votre bâtiment, vous n'avez pas nécessairement les ressources pour engager un historien qui va prendre 6 mois, 8 mois pour faire la recherche. Mais vous pouvez vous-même facilement retrouver beaucoup d'éléments qui vont vous permettre de comprendre votre bâtiment. On va le voir. Je vais reprendre chacun de ces points-là, mais avant, énumérons-les. Donc, la recherche historique, l'analyse visuelle et photographique, encore une fois, c'est accessible à tous. Le curetage, je vais expliquer ce que c'est. La recherche comparative, le relevé, le dossier des travaux et le programme d'entretien. Alors, voyons un après l'autre ces différents éléments. La recherche historique et documentaire. L'idée, c'est de retracer au fil des ans les différentes étapes de l'évolution physique du bâtiment. J'ai montré des exemples. On est capable de repérer ça. Si, moindrement, on a l'œil aiguisé, l'œil averti, pour apprécier donc les caractéristiques du bâtiment et quels sont ces changements apportés au bâtiment au fil des ans, qui peuvent être positifs ou qui peuvent être négatifs. Donc, ça va révéler la recherche historique des éléments sur la nature du bâtiment et ses caractéristiques particulières. Rappelez-vous le bureau de poste, tantôt, qui a perdu sa tour. Si je n'avais pas une photographie ancienne qui me disait que c'est un ancien bureau de poste avec une tour, je n'aurais pas pu me douter que c'était un bâtiment avec une tourelle comme ça, avancée. Alors, la photographie ancienne est essentielle. Ça va nous permettre de diminuer les zones d'ombre quant à la construction originale et aux détails architecturaux qui sont typiques de ce bâtiment-là. Et ça va aussi nous permettre de préparer ce que j'appelle le programme de curetage. Déjà expliqué ce que j'entends par programme de curetage, mais on le verra dans le point qui porte sur le curetage. Quand on dit curetage, c'est qu'on va procéder à une dépose de certains matériaux qui sont actuellement sur notre bâtiment. La seule chose, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière, on ne sait pas s'il y a quelque chose derrière, un matériau qu'on va enlever. Donc, l'idée, c'est d'enlever seulement qu'une petite partie pour confirmer que derrière, il y a quelque chose de plus intéressant, ou au contraire, ce qu'on voit là, c'est le revêtement d'origine, donc conservons-le. Mais on va voir plus loin. Regardez ici comment la recherche, encore une fois, photographique peut être essentielle. Vous avez ici un bâtiment à gauche qui présente plus ou moins d'intérêt. C'est sûr qu'à l'œil averti, on voit que c'est un revêtement de briques, on voit qu'il y a un rez-de-chaussée probablement qui pouvait peut-être être intéressant quand on a vu ça souvent, mais quand on voit à côté la photographie qui montre que c'était, somme toute, le studio de photographie de l'Hivernois, donc vers la fin du 19e siècle, il y avait une grande lanterne qui servait à éclairer le studio du photographe qui était dans les combles. Vous avez la toiture qui est une toiture en pignon avec une belle tôle à la canadienne. On voit très bien la toile à la canadienne, hein, c'est cette espèce de laisse de tôle à l'oblique. Vous savez que la toile à la canadienne, ce type de revêtement de tôle est unique au Québec. Nulle part ailleurs au monde, on trouve ce type de revêtement-là. Donc, on devrait être fiers et conserver cette toile à la canadienne-là. J'ai déjà fait une conférence, pas pour me péter bretelles, mais une conférence où je suis allé parler de ça pensant que d'autres personnes me diraient, ben, on en a chez nous. Nulle part. Ils avaient des spécialistes de partout au monde. Dans le cadre d'ICOMOS, qui est l'Organisation internationale de la conservation du patrimoine, et personne n'avait jamais vu ça. C'était donc unique au Québec. De fait, pour être très précis, unique au Bas-Canada. Donc, un peu en Ontario francophone, un peu au Nouveau-Brunswick, mais tout ce qui était à l'époque, avant la Confédération, qui était le Bas-Canada. Et regardez ici le rez-de-chaussée, c'est toutes des colonnades de fonte, donc qui sont cachées derrière ces revêtements qui ont été apportés lors d'une rénovation. Alors, on voit comment une photo nous permet de lever beaucoup d'inconnus, de mieux apprécier ce qui peut se cacher derrière ce bâtiment qui, en apparence, est anodin et présente très peu d'intérêt. Et si on travaille dans une municipalité et le propriétaire demande de démolir ce bâtiment-là, si moindrement on n'est pas averti, on n'est pas éclairé, ben, on va dire ben, pourquoi pas. Or, on risque de perdre un bâtiment qui avait une grande signification historique et architecturale.
Alors, les sources documentaires sont accessibles à tout le monde. C'est les photographies anciennes et récentes qu'on peut trouver aux archives municipales, aux archives nationales. Vous savez que dans les municipalités, ils ont des dossiers municipaux où ils ont, par adresse civique, ils ont les bâtiments et ils ont souvent on a commencé à avoir des dossiers municipaux à partir des années 1960-70. Donc, vous avez des photographies qui, déjà à cette époque-là, peut-être, présentent votre bâtiment avant qu'il ait subi une transformation dans les années 80. Parce qu'aussi curieusement, au Québec comme en Amérique du Nord, les bâtiments ont gardé relativement toutes leurs caractéristiques jusque vers le milieu des années 70, pour par la suite, avec toute l'abondance de matériaux nouveaux qui étaient mis sur le marché, où on a commencé à banaliser nos bâtiments dans les années 70-80. Donc, si on a des photographies qui, à peu près au tournant des années 1970, vont peut-être nous révéler beaucoup d'éléments qui vont nous parler de ce qu'était notre bâtiment avant qu'il subisse des modifications moins heureuses. Vous avez aussi les plans des assureurs, je vais vous montrer ce que c'est. Les monographies paroissiales. Souvent, vous restez dans un village, dans une municipalité, vous avez à l'occasion du 100e anniversaire, du 150e, du 125e, des monographies qui sont élaborées par des bénévoles localement, où on a beaucoup de photographies anciennes qui ont été ramassées et qui sont mises dans ce document-là. Et on trouve beaucoup d'éléments intéressants dans ces monographies paroissiales-là. Vous avez des inventaires documentés aussi, des inventaires notariés. Tout dépend de l'intérêt de votre bâtiment. On peut avoir un acte notarié, donc qui décrit comment le bâtiment a été conçu parce qu'il y avait une commande qui a été donnée et qui a été enregistrée devant le notaire pour la construction de votre bâtiment. Et bien sûr, les anciens livres de construction, les catalogues anciens. Je vais vous montrer ce que ça veut dire. Les photographies anciennes, j'en ai parlé. Voyez-vous ici une photo qui est très ancienne, qui montre une couverture de tôle à la canadienne. Vous avez ici les plans des assureurs qu'on trouve aux archives. Ça, c'est très intéressant. Vous avez toute une légende ici. C'est en anglais, bien sûr, parce qu'on ne se surprendra pas qu'on est dans un monde anglophone, anglo-saxon. Hein? On est seulement 8 millions de francophones, à peu près, dans une mer anglophone. Alors, c'est normal que les compagnies d'assurance, c'est aux mains des Anglais. Ça a changé depuis, mais il faut comprendre que les plans des assureurs, c'est que les compagnies d'assurance, à partir des années 1860-70, ont commencé à inventorier le risque que représentait pour la propagation du feu tel et tel bâtiment dans telle et telle municipalité. Jusque dans les années 1950-60, ils faisaient ces plans-là. Alors, en rouge, ce sont des bâtiments, je vais aller voir, voyez-vous, en rouge, c'est marqué ici, en rouge, c'est la brique. En jaune, c'est du bois. En bleu, c'est la pierre. Donc, vous pouvez voir très bien pour cette municipalité que vous aviez des bâtiments en briques, vous aviez des bâtiments en bois, vous aviez des bâtiments en briques recouverts de pierre. Et donc, majoritairement, c'était des bâtiments de bois, et ce qui était aussi le propre du Québec, bien sûr, dans beaucoup de nos villages. Mais vous avez beaucoup aussi d'éléments qui disent, par exemple, le nombre de fenêtres, qui disent qu'il y avait des murs coupe-feu, notamment dans des lieux densément bâtis. On a développé les coupe-feu pour éviter la propagation du feu qui va sauter d'un toit à un autre, ou même la présence de vérandas, de galeries, la présence voyez-vous, de skylight, de puits de lumière. Alors, c'est très intéressant tout ce que peuvent donner ces plans des assureurs que vous pouvez trouver aux archives ou à la municipalité de votre région. François, dans ton exemple, tu es où? Attendez, là, je suis où donc? Je devrais savoir ça normalement, c'est parce que j'en utilise beaucoup. Non, mais c'est pas plus grave que ça, là. Attendez, c'est probablement en haut. Il faudrait que je grossisse ici. On doit le dire en haut ici, là, ici, ça va indiqué la municipalité. Mais toutes les municipalités en avaient de ces plans des assureurs. Parce que vous savez qu'une municipalité, au début du 20e siècle, pouvait être beaucoup plus importante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Hein? Parce que jusqu'en 1854, je pense avant que le régime seigneurial soit aboli, on ne pouvait pas bâtir des grosses agglomérations. Il fallait occuper le territoire le plus possible. Donc, le territoire était très développé. On avait des villages qui pouvaient être assez développés. Et
les grandes municipalités sont arrivées beaucoup plus dans le 19e siècle, fin 19e, début 20e qu'auparavant. Donc, beaucoup de nos municipalités, la plupart, j'ai été surpris de voir, il y a des listes de toutes les municipalités qui ont été inventoriées par les pairs des assureurs. Donc, c'est quand même quelque chose d'intéressant qui donne beaucoup d'informations. Les catalogues anciens. Voyez-vous ici, vous avez un catalogue qui est tournant du 19e siècle, donc 1890 à peu près. Et on voyait un peu les détails qu'on suggère parce qu'on vend des matériaux par catalogue. Alors, c'est possible que ici, voyez-vous, la brique n'était pas vendue par catalogue, mais c'est linteau-là ici qui était probablement en fonte, qui était fixé sur les bâtiments ou les corniches de tôle ou autrement. Les pilastres ici en fonte, qui est pour faire un rez-de-chaussée très ouvert, tout ça était vendu par catalogue. Donc, ça permet de comprendre les modèles à ce moment-là qui étaient proposés et de commencer un peu à dater ce que vous voyez sur un bâtiment en fonction de la consultation de ces catalogues. Et d'ailleurs, c'est ces catalogues-là aussi qui permettent de comprendre, par exemple, que la tuile d'amiantissement est quelque chose qui a été mis sur le marché vers les années 1917-1920. Donc, ça nous donne beaucoup de renseignements. Autant pour ça que pour le mobilier qui était vendu. Vous avez les catalogues de Sears. Sears, maintenant, a fermé, a fait faillite, mais Sears faisait un catalogue. Et moi, j'ai des catalogues de Sears Roebuck, là, de la fin du 19e, début 20e. C'est inimaginable tout ce qu'on peut trouver comme information qui nous permettent de dater des éléments qu'on peut trouver dans nos bâtiments. Et bien sûr, la question des styles. On peut comprendre que les styles, ça nous donne beaucoup d'informations, mais ce sont des points de repère simplement. Il ne faut surtout pas, parce que nos bâtiments sont souvent des bâtiments qui sont faits d'emprunts stylistiques ici et là, et donc, ce n'est pas nécessairement un style pur. Ça nous permet simplement de comprendre à peu près à quelle période culturelle on se situe. Je me rends compte que le temps passe. C'est le problème que j'ai, moi, c'est que j'ai trop de choses. Je parle trop, mais allons-y. Analyse visuelle et photographique. C'est accessible à tous. Il suffit simplement de s'outiller adéquatement, d'avoir l'esprit ouvert et curieux, prendre le temps d'inspecter toutes les parties du bâtiment, les 4 façades, le sous-sol, les combles, la toiture, les autres étages, et d'apprécier bien sûr d'abord l'état structural. Est-ce qu'on voit des fissurations? Est-ce qu'on voit des déflexions? Est-ce qu'on voit des affaissements? Regardez, c'est tout simple ce qu'on a besoin. Un petit canif, un appareil photographique, une lampe de poche, si on va dans les combles. Le petit couteau, on peut comprendre, si on dit que le bois est cotis, le bois est dégradé, bien, si on pique avec le petit couteau puis il y a de la résistance, bien, le bois est encore bon. Si on pique puis on rentre jusqu'au coude, donc on comprend qu'on a peut-être un petit problème. Mais le petit canif permet donc d'évaluer la santé des éléments de charpente ou des éléments de bois. L'inspection visuelle. Regardez le bâtiment. C'est un bâtiment qui a 2 parties. Vous avez une partie à gauche on voit très bien la galerie couverte et qui a été rénovée pour en faire une boutique du travailleur à une époque. On peut comprendre que la galerie se prolongeait sur toute la largeur. C'est un bâtiment qui a donc été transformé en partie pour en faire un commerce. Et malheureusement, ce n'est pas très rentable parce qu'on se coupe de faire un beau logement à l'étage. Regardez ici, on voit très bien, encore une fois, analyser un bâtiment. C'est clair que c'est des matériaux très nouveaux, à la mode des années 80-90, mais regardez ici sur le mur, on voit très bien le clin de bois original. Donc, en faisant le tour du bâtiment, en regardant attentivement, on va détecter des éléments probablement d'origine. Parce que quand on fait des rénovations, souvent, on tourne les coins ronds, on fait ce qu'il y a de plus simple, on applique par-dessus, puis on ne fait pas nécessairement tout le tour du bâtiment. Donc, si en observant tout autour du bâtiment, on va probablement remarquer beaucoup d'éléments d'origine. Regardez ici le bardeau d'amiantissement. En dessous du bardeau d'amiantissement qui était cassé, on trouve un clin de bois à gorge avec les planches cornières qui ont été occultées quand on a mis le bardeau d'amiantissement. C'est sûr que le bardeau d'amiantissement est déjà un revêtement qui est intéressant historiquement et qui n'est pas dangereux en termes de santé parce que le bardeau d'amiantissement dans cet état-là, il est stable.
il n'est pas dangereux. Il faut bien comprendre que si vous avez un bâtiment avec un revêtement de bardeaux d'amiantiment, soit un peu à la française en hexagone ou comme ça par rangée carrée, ben, ça vous plaît la peine de le conserver. Encore une fois, dans ce cas-ci, moi, je montre pour montrer que les bâtiments subissent une évolution et c'est à vous de juger qu'est-ce que vous voulez conserver de cette évolution-là. Et en essayant de ne pas poser trop de gestes gratuits, mais de faire en sorte que votre décision sur votre concept de restauration s'appuie sur des faits. Regardez ici, encore une fois, l'observation visuelle. Voyez-vous ce bâtiment-là, ici? Moi, c'est clair qu'en le voyant, je vois qu'il y a un chaînage ici. Les gens ne sont pas amusés à faire des chaînages comme ça. C'est clair qu'ils ne sont pas amusés à faire ça. Donc, c'est un bâtiment qui a dû subir une transformation. Ça donne que ce bâtiment-là, j'étais passé 15 ans auparavant à Louisville, et voyez-vous ce que c'était. Regardez, c'est le même bâtiment. Regardez les deux clochers d'église ici, à Louisville. Regardez, ils sont toujours là. C'est un bâtiment qui était magnifique, qui demandait simplement d'intervenir adéquatement, faire un bon entretien, mais on a décidé plutôt de le bâtardiser. Et quand on y va sur place aujourd'hui, regardez, le bâtiment ancien, on a vraiment juste fait du maquillage en façade. Le bâtiment ancien est toujours là. Regardez, par l'arrière, il est toujours là. Alors, c'est clair qu'on peut revenir à son état original avec certaines interventions à faire, bien sûr. Regardez ici Alors, le curtage. Là, je me suis arrêté donc précédemment à l'analyse visuelle. Regardez simplement ce qu'on voit. Le curtage est donc d'enlever. C'est une opération sélective où on va enlever des éléments apparents qui peuvent peut-être cacher des éléments de plus grands intérêts derrière. Avant de faire ça, c'est important d'avoir des photographies ou d'avoir des témoins, des documents qui laissent entendre qu'effectivement, on a peut-être des éléments de plus grand intérêt qui sont derrière. Et donc, c'est un plan qu'on va préparer suite aux résultats de la recherche et de l'analyse visuelle. Ce sont des travaux minimum pour ne pas perdre d'éléments d'intérêt, parce qu'on peut peut-être se rendre compte que ce qu'on enlève vaut la peine d'être conservé. Tant qu'on ne comprend pas très bien l'histoire et l'évolution de notre bâtiment, si on fait un curtage, il faut le faire minutieusement. Et je dis, il faut le faire avant qu'on donne un contrat à un entrepreneur. Parce que si l'entrepreneur commence à faire les travaux que vous souhaitez faire et qu'il découvre derrière un revêtement apparent quelque chose de grand intérêt, laissez-moi vous dire qu'il va vous demander un surplus. Et vous entrez dans une accélération de coûts parce que vous n'aurez pas pris le temps de mieux saisir ce qu'il y a d'intéressant sur votre bâtiment et qui devrait être conservé dans les travaux éventuellement. Regardez ici, c'est l'exemple que j'ai. Vous avez très bien, on voit moindrement à l'œil averti, quand on regarde en haut, les colonnades de briques avec des bases en pierre calcaire, que le rez-de-chaussée devait être d'égal intérêt. Et quand on regarde derrière ce panneau qui masque le bandeau du rez-de-chaussée, et vous avez très bien regardé les anciens corbeaux de pierre avec les colonnades qui sont derrière. Donc, en enlevant certains éléments, on peut découvrir des choses intéressantes à conserver. Et voyez-vous ce qu'il y avait derrière? Il y avait eu des modifications, mais au moins, le temps de faire une dépose d'éléments nous permet de mieux saisir l'intérêt de ce qu'on peut trouver derrière. Même chose ici, quand on regarde moindrement et qu'on regarde en haut ici le revêtement avec les insertions de pierre calcaire, et regardez ce qu'il y avait derrière, c'est inimaginable ce qu'on a pu faire pour banaliser nos bâtiments dans les années 80-90, inimaginable. Alors qu'on avait des bâtiments de grande qualité et qui demandaient simplement un nettoyage, un entretien. Même chose ici, un autre exemple. Regardez derrière ce paravent de tôle, tout le beau parapet de briques en encorbellement qui était derrière.
Donc, j'ai beaucoup d'exemples comme ça. Je vais passer pour essayer de ne pas trop prendre de temps. Noémie me disait bien que finalement, on ne respecte jamais l'heure, qu'on C'est ce que déborde. j'allais dire. Prenez votre temps. Je pense qu'on est Oui. tous intéressés, là, plus que pressés. Donc, puis Très au bien. pire, là, on dit aux gens quittez quand vous aurez plus de temps devant vous, puis vous reviendrez écouter la présentation plus tard. Très Donc, bien. prenez votre temps. Alors, poursuivons. On voit ici aussi, une fois qu'on a dégagé devant, comment on retrouve des choses intéressantes, notamment les chapiteaux des colonnes de fonte qui étaient cachés derrière des revêtements modernes. Dans nos bâtiments très simples aussi, derrière le Canexel, pas le Canexel, comment ça s'appelle ça? C'est pas du Canexel, ça c'est, voyons, du maçonnette. On avait le revêtement de bardeaux de bois avec un bardeau de bois décoratif. On voit même les traces fantômes des encadrements des ouvertures. Regardez, qui nous donne même un peu le linteau qui débordait. À la base, l'encadrement qui était élargi à sa base. Bien sûr qu'on a changé, les fêtes ont été changées, tout ça. Mais on voit que le curtage, en fait, c'est ce que ça nous permet de comprendre. Est-ce que notre bâtiment a subi des transformations? Est-ce qu'elles sont intéressantes? Est-ce qu'elles sont négligeables? Est-ce qu'on peut enlever cette intervention qui a été faite ultérieurement pour revenir au revêtement ou aux matériaux d'origine? Même chose ici, voyez-vous, il y avait tout le rez-de-chaussée qui avait été masqué par des panneaux de contreplaqué. Et regardez, on ici tous les rouleaux de briques autour des ouvertures cintrées. On ne peut pas comprendre pourquoi les gens font des choses comme ça, mais malheureusement, c'est ce qui se passe. Alors, donc, un bâtiment, comme on dit souvent, un bâtiment peut en cacher un autre. Donc, ça vaut la peine de procéder à une intervention méthodique de curtage pour voir s'il y a quelque chose d'intéressant derrière. Dans ce processus de curtage, on peut bien sûr se trouver à trouver des clous. Et juste un clin d'œil comme ça, voyez-vous l'évolution des clous qui ont été retrouvés lors d'un curtage. Eh bien, c'est un bâtiment qui datait du 18e siècle. Regardez ici, les clous très anciens étaient des clous à tête forgés, qui étaient un peu le forgeron tapait avec son marteau sur la tête des clous, et donc ça faisait un peu comme une rosace. Vers la fin, voyez-vous, les clous forgés ont été forgés jusque dans les années 1850-1860. Avec la révolution industrielle, on commence à faire des machines hydrauliques qui vont permettre de faire des clous coupés, comme ici on voit à droite ici. Le clou coupé, les premiers clous coupés, voyez-vous, autour de 1880, ont ici une espèce d'enflure au niveau du corps, ici, à peu près cet endroit-là, parce que la mâchoire qui va prendre le clou pour marteler la tête, aplatir la tête, va donc créer cette espèce de renflement-là. Alors que les clous coupés qui ont été faits les années 1900-1920, le fût est beaucoup plus droit, très conique, beaucoup plus droit, alors que les clous coupés plus anciens ont ce renflement du corps à cet endroit-là du clou. Et les clous qu'on appelle les clous qu'on utilise aujourd'hui, qu'on dit à fil métallique, c'est des clous, ça n'existe pas chez nous avant 1920 à peu près. Là, j'ai marqué 1940 parce que dans ce contexte-là, ils ont été trouvés dans les années 1940, mais les clous à fil d'acier, comme on voit ici en bas, c'est quelque chose typiquement du début du 20e siècle, vers les années 1920. Alors, si vous trouvez des clous coupés, vous êtes dans un contexte nécessairement fin 19e ou tournant du siècle. Si vous trouvez des clous forgés, mais vous êtes dans un contexte avant 1860, de toute évidence. C'est sûr que s'il y a des petits malins qui ont acheté des clous forgés dans les années 1940 pour poser des éléments, bien, c'est sûr que vous allez trouver des clous forgés dans un contexte 1940. Mais on peut comprendre que les gens n'avaient pas ce réflexe-là de faire des interventions en utilisant des clous, des substituts, des clous forgés de nouvelles factures. Alors, quand on fait un curtage, qu'on trouve des clous qui rattachent les éléments, c'est un élément qui permet aussi de dater les choses. Alors, la recherche comparative, qui est le quatrième élément sur lequel je voulais insister, c'est que votre bâtiment
même si votre bâtiment est unique, il y a des comparaisons qu'on peut faire de votre bâtiment avec d'autres bâtiments dans son environnement immédiat. Est-ce que c'est un autoconstructeur? Est-ce que c'est un charpentier constructeur qui a fait 1, 2, 3, 4, 5 bâtiments? C'est possible que dans l'environnement immédiat de votre bâtiment, vous trouvez des bâtiments dont la facture architecturale est comparable. Et peut-être que ce bâtiment-là n'a pas été modifié et donc vous donne des indications sur des éléments que vous auriez pu retrouver sur votre bâtiment qui, lui, a subi des modifications. Regardez ici, par exemple, là, je suis à Saint-Jacques, pas loin de Montréal. Saint-Jacques, comment ça s'appelle? C'est Saint-Jacques de... moi, je me souviens plus comment on appelle ça, Saint-Jacques de Lachigan, dans ce coin-là. Regardez ce bâtiment-là ici actuellement. J'ai ici une photographie ancienne qui montre ce que c'était. Et il y a encore des bâtiments qui sont semblables à ça dans l'environnement. Alors, quand on voit ce bâtiment-là qui nous semble présenter très peu d'intérêt et qu'on regarde ce que ça pouvait être comme bâtiment, bien, ça nous donne toute une autre perspective dans la façon de voir la restauration de notre bâtiment. Donc, le détail, tous les éléments particuliers font toute la différence. Le relevé. C'est clair que vous pouvez faire appel à un architecte, bien sûr, et l'architecte va certainement vous proposer automatiquement de faire un relevé, parce que si on veut donner des instructions pour faire une campagne de travaux à un entrepreneur, il faut qu'on ait des mesures. Il faut donc qu'on se donne la meilleure compréhension possible, qu'on se donne des points de repère fiables et précis, quelles sont les dimensions des ouvertures, quelles sont les dimensions des pièces à l'intérieur, quelle est l'épaisseur des murs, comment les murs sont composés, quelle est la hauteur plancher-plafond, comment sont composés les planchers. Tout ça, bien sûr, l'architecte est habilité à le faire, mais vous pouvez aussi, avec votre esprit de curiosité, procéder à vous-même à un relevé, commencer à prendre des mesures. Tout dépend de l'ampleur, de la nature de ce que vous voulez faire comme travaux, bien sûr. Alors, et le relevé, comme votre œil va être plus attentif dans le détail, ça mesure 6 pieds 4 pouces, ça mesure 4 pieds 10 pouces. Quand on regarde dans ce détail de précision-là, bien sûr que ça permet de confirmer des déductions qu'on a faites lors de notre analyse visuelle. Ça permet donc de nous donner des références précises, mesurables, pour établir nos plans d'intervention futurs. Et ça peut même révéler des aspects qu'on n'a pas observés lors de l'analyse visuelle si on le fait un peu trop rapidement. Je vais vous montrer ce que je veux dire par là. Mais regardez ici, voyez-vous, dans le fond, l'idée, c'est de mettre en deux dimensions ce qu'on voit en 3 dimensions. Voyez-vous, on sketch rapidement. C'est ce que l'architecte va faire. Bien sûr, il va faire ça sur le site, mais après, de retour à sa table à dessiner, il va le faire de façon beaucoup plus propre. Mais voyez-vous, on esquisse sommairement ce qu'on voit, la forme du bâtiment, et on voit les mesures. La fenêtre est située à tant du coin, la fenêtre a tant de largeur, elle est à telle hauteur du sol. Et voyez-vous, à l'intérieur aussi, on prend des mesures. Et donc, ça permet de mieux situer les choses et ensuite de les reporter sur des plans et de faire bien sûr des éléments beaucoup plus précis à partir des mesures que nous avons prises. Et souvent, l'architecte va mettre ça à l'échelle, c'est-à-dire que sur le plan qu'il fait, sur le plan, 1/4 de pouce sur le plan va équivaloir, par exemple, à 1 pied en réalité, ou 1 demi-pouce sur le plan va valoir 1 pied en réalité. C'est comme ça qu'on arrive à transmettre un programme de travaux à des entrepreneurs qui vont se fier à vos plans, au plan pour intervenir adéquatement et respecter l'objectif de votre restauration. Alors, on voit ici beaucoup plus détaillé. Ça, c'est le plan du rez-de-chaussée. Alors, on voit l'escalier, on voit les éléments, les cloisons, les murs porteurs, tout ça. Mais regardez ce que le relevé a permis de détecter de ce bâtiment-là. Je reviens au bâtiment pour vous montrer. Ce bâtiment-ci, qui est le manoir Saint-Vallier. Le manoir Saint-Vallier a subi 3 évolutions, 3 transformations. Et l'analyse de la charpente, en faisant le relevé, on a réalisé que
la première charpente, c'est une très grosse charpente. C'est le premier bâtiment qui est un bâtiment du régime français. Il y a eu ensuite un bâtiment, à cause de la charpente est différente, qui est dans les années 1830-1840. Et ensuite, vers la fin du 19e, c'est ça, on a réuni les deux bâtiments. Alors, c'est donc le relevé qui permet de saisir tout l'intérêt et toute l'importance de ça. Un sixième point dans le processus à suivre se constitue un dossier de nos travaux. Donc, de ramasser, d'ordonner l'ensemble des éléments de connaissance que vous avez ramassés ici et là, par les photographies anciennes, par les plans des assureurs, par les relevés. Et ça va permettre de mieux informer quiconque aura à intervenir sur ce que vous aurez fait, ce qui aura été fait par rapport à la fabrique originale du bâtiment et se doter d'une vision et bien la documenter pour éviter des gestes gratuits. Encore une fois, c'est ça. L'idée, c'est que si on a un bâtiment d'intérêt, tout le temps que vous aurez mis à essayer de le comprendre, ça serait intéressant de le colliger, de l'écrire, de le mettre dans un document et que ceux qui viendront pour les générations futures pourront bénéficier de tout ce bagage de connaissances que vous aurez colligé. Alors, voyez-vous ici, entre autres, dans le cas de ce manoir Saint-Vallier, on voit très bien l'état du bâtiment en 1922. Il n'y avait pas de grande galerie ici. Il y a une grande galerie ouverte qui a été faite dans les années 1927. Il y avait ici un petit agrandissement perpendiculaire à l'arrière. On voit qu'il y a eu un agrandissement de deux étages et le petit bâtiment ici a été repoussé un peu plus loin. Et on voit qu'en 1953, le bâtiment a perdu beaucoup de ses éléments. Il a perdu, entre autres, ses annexes en arrière. Alors, tout ça, donc, dans le dossier de travaux, on peut colliger tous ces éléments d'information-là. Voyez-vous, en 1923, en 1953, et le concept de restauration, qui fait partie du dossier des travaux, dans le fond, le concept de restauration, c'est de dire, bon, de tout ce que j'ai analysé de mon bâtiment, qu'est-ce que je retiens d'intéressant, d'important? Qu'est-ce que je peux faire comme intervention qui va conserver le plus possible toutes les traces de l'évolution du bâtiment et tous les apports significatifs dans l'évolution de mon bâtiment. Donc, ça ne veut pas dire, le concept de restauration, que vous devez revenir il y a 50, 60, 80 ans. Ça dépend des résultats de votre analyse. Dans le cas de ce bâtiment-ci, ce qui avait été fait en 1923, qui a été déjà dénaturé en 1953, la galerie ici était beaucoup plus courte, beaucoup moins prononcée. C'était en béton, alors qu'avant, c'était tout en bois. Bien, on a convenu avec les propriétaires que ce bâtiment-là, à partir des années 1950, les interventions qui avaient été faites en dénaturant progressivement. J'aurais pu prendre encore une fois une demi-heure à bien vous expliquer tous les détails de ce bâtiment-là, mais le constat était qu'à partir des années 1950, un nouveau propriétaire ne s'était pas inscrit dans la continuité des efforts d'amélioration qui avaient été apportés au bâtiment et que les interventions qu'il avait faites venaient dénaturer, banaliser le bâtiment. Et on a donc décidé, dans ce cas-là, de revenir à peu près à l'image des années 1923-1927, parce que le bâtiment avait été conservé comme tel jusque dans les années 1950, et donc de faire un concept de restauration qui nous ramène à cette période-là. Et ici, on voit très bien, quand on parle de concept de restauration, que toutes les connaissances qu'on se donne, l'analyse qu'on fait du bâtiment, peut faire en sorte qu'un bâtiment comme ici, en apparence, nous semble avoir beaucoup moins d'intérêt, mais quand on observe ici le toit à la mansarde, le terrasson qui est en tôle à la canadienne, le brésis ici qui est une tôle à la canadienne qui, au lieu d'être à la diagonale, elle est à l'horizontale. On voit des cheminées ici qui sont intéressantes.
on peut se dire que c'est un bâtiment qui est beaucoup plus ancien que ce qu'on peut penser, ou il a un intérêt beaucoup plus grand. Et quand on fait un concept de restauration, ça permet, dans le fond, de ramener un peu les éléments intéressants de ce bâtiment-là, de redonner au bâtiment ses ouvertures à battants, de travailler, de ne pas dire on enlève ça parce que le propriétaire, ça avait été fait parce que c'était une pièce ajoutée qui était intéressante en termes de véranda ou de portique d'entrée ou peu importe le rôle qu'elle se jouait. Donc, on peut donc la requalifier pour l'intégrer davantage au bâtiment et redonner au bâtiment ces matériaux d'origine qui étaient au bois, beaucoup plus nobles que, comme on voit ici, de la fausse pierre, un crépi qui n'est pas une bonne solution, un crépi sur du bois, une bonne solution au Québec. On n'est pas sur le bord de la Méditerranée, donc prenons des matériaux qui s'entretiennent bien. C'est sûr que si on a un bâtiment en maçonnerie qu'on met un crépi, il y a toutes sortes de façons de le poser qui fait que le crépi va tenir. Donc, il faut bien comprendre qu'un bâtiment ici qui est un bâtiment de bois. Alors, les éléments qu'on a préparés dans le dossier des travaux, c'est le concept, donc vers quoi on s'en va. On se fait une esquisse si on est capable. On élabore le devis. Qu'est-ce qu'on veut comme résultat? Qu'est-ce qu'on veut? Quels matériaux on veut que l'entrepreneur utilise? Ou quels matériaux on veut qui vont être compatibles avec ce qu'on recherche? Des plans, encore une fois, tout dépend de l'intervention qu'on va faire. Si vous faites une intervention majeure sur l'ensemble du bâtiment, bien, ça va peut-être prendre des plans par niveau avec une coupe longitudinale, une coupe transversale, les élévations de chacune des façades, ce que l'architecte va vous donner. Mais ça peut être aussi des photographies à noter. Ça dépend de ce que vous faites comme intervention. Si vous faites simplement un changement de revêtement sur les murs, vous n'avez pas besoin de tous ces plans, de toutes ces élévations. Si les fenêtres, les ouvertures sont encore aux bonnes places, si les fenêtres originales sont là, on comprend que l'envergure de vos travaux va déterminer jusqu'où on peut aller, où on doit aller. Un sixième élément à regarder dans le processus, c'est la recherche de matériaux, de méthodes et d'artisans entrepreneurs. Il faut comprendre que ce n'est pas tous les entrepreneurs qui peuvent intervenir sur une structure ancienne, qui ont nécessairement les compétences pour le faire. Souvent, ils vont faire appel à des sous-contractants, des sous-contractants, qui, eux, vont avoir cette expertise-là. Donc, ça ne veut pas dire qu'un entrepreneur ne sait pas à qui faire appel si vous avez des problèmes de maçonnerie ou des problèmes de charpenterie. Mais on peut comprendre que maintenant, il y a des artisans, un peu comme les artisans qui sont répertoriés par le Conseil des métiers d'art du Québec. C'est des artisans qui ont des grandes compétences, qui savent comment intervenir et qui ont leur carte de la Régie du bâtiment du Québec. Alors, il ne faut pas hésiter à aller prendre des entrepreneurs artisans, à la limite. Aussi, de trouver des professionnels qui ont une sensibilité à l'égard des constructions anciennes. Ce ne sont pas tous les professionnels qui ont cette sensibilité-là. Donc, il faut prendre le temps de bien identifier et aussi de bien identifier les matériaux parce que l'entrepreneur, en faisant les travaux, vous avez demandé tel matériau, il va vous dire que ce matériau-là n'est plus disponible ou le délai pour l'obtenir va prendre 2-3 mois, il va vous proposer des substituts. Il faut être en mesure de comprendre quels sont les substituts possibles qui sont acceptables ou si vous tenez à avoir tel ou tel matériau. Parce qu'en principe, tous les matériaux sont disponibles. Mais des fois, le délai peut être là. Et souvent aussi, comme j'ai indiqué ici, c'est bon de consulter votre municipalité, votre société historique ou votre propre organisation, la PMAC, qui ont des références à vous proposer, à vous suggérer, de gens qui sont intervenus, qui ont fait des bons résultats sur telle ou telle propriété. Et de savoir que le marché de la restauration, le marché nord-américain, notamment aux États-Unis, il est très développé. Vous avez énormément de catalogues qui existent de produits, comme si vous avez, par exemple, à restaurer la serrurerie de vos portes à l'intérieur, tout dépendant de l'époque, de style, vous avez tous les éléments qui se vendent par catalogue. Aujourd'hui, avec UPS, avec Purolator, vous pouvez avoir ça quelques jours après.
Et si vous cliquez maintenant, c'est ça qui est formidable avec Internet, si vous cliquez, vous avez une demande, vous cliquez quincaillerie traditionnelle, je sais pas, vous allez tomber sur ces sites-là. Voyez-vous ici, vous avez aussi ce qu'on appelle le Old House Journal, qui s'est très popularisé dans les années 80-90. C'était tous des gens qui étaient des passionnés de patrimoine, ont développé tout un magazine où ils disaient comment faire telle intervention, comment aborder tel aspect. Et ils ont aussi développé un répertoire de restauration. Ce répertoire-là, c'est un répertoire papier, celui que je montre, mais vous pouvez y accéder, je pense qu'il y a peut-être des frais, mais accéder en ligne sur le répertoire. Moi, j'ai une version papier qui date des années 1999, mais encore une fois, vous pouvez directement, mais là, c'est que ça vous met ensemble toutes les entreprises qui font, par exemple, des jalousies comme ici en bois, des entreprises qui font de la tôle embossée à l'intérieur, par exemple, d'une maison, vous avez de la tôle embossée au niveau de vos plafonds. Vous voulez acheter des larges planches de bois, vous voulez acheter des clous coupés, des clous forgés. Ce répertoire-là vous donne tout ça de possible. Il faut juste tomber sur la bonne entreprise puis commander ce que vous avez besoin de commander si vous savez ce que vous voulez commander. Vous voulez avoir des toilettes, par exemple, les fameuses toilettes à chasse là, avec des bassins suspendus, là, ça se fait sur le marché américain. Vous pouvez avoir ça, c'est disponible. Il n'y a plus rien maintenant que vous ne pouvez pas obtenir. Et vous pouvez aussi aller dans des entrepôts de démolition qui ont gardé des éléments anciens. Et vous pouvez les avoir à bien meilleur compte, bien sûr aussi. Donc, si on veut trouver des éléments d'époque, on peut aujourd'hui les trouver. Peut-être, François, oui. Souligner qu'à Québec, on a la quincaillerie du Vieux-Québec, je pense. Là, qui oui. Et puis il y a aussi... Forge d'antan, ça s'appelle, je pense. Hein? C'est ça? Non, quincaillerie du Vieux-Québec, oui. Les frères Biron, là, oui. Oui, puis il y a aussi quincaillerie hors série, je pense. Là, tout à fait, exactement. Okay. Il y a aussi des forgerons qui peuvent forger des choses. Picasso, Daniel Gouffé, il y a beaucoup de gens qui font des choses. Dans le fond, et c'est ça le répertoire que peut-être la MAC travaillera éventuellement, là, un répertoire des ressources pour colléger un peu tout ce que les informations qui viennent d'ici et là et le tenir à jour. C'est le défi. Il faut tenir ça à jour parce que des entreprises se créent, des entreprises partent. Les matériaux de substitution, encore une fois, si je dis on va mettre des fenêtres à battant, à X carreaux par battant, mais on peut comprendre qu'il faut faire attention hein, comme ici, si on n'a pas fait attention, on a mis des fenêtres à manivelle, des fenêtres à faux petits bois. Regardez, ce n'est pas le même bâtiment tout à fait, mais regardez les fenêtres originales qui sont à 3 carreaux par battant, par exemple, avec des vrais petits bois, avec fenêtres et contre-fenêtres. Bien, c'est clair qu'il y avait beaucoup plus de lumière naturelle qui entrait dans un bâtiment, alors qu'ici, c'est tellement épais, tellement lourd qu'on vient de perdre pratiquement 30% de luminosité. Donc, il faut faire attention jusque dans le détail. Là, je me rends compte que, mon Dieu, il est déjà 5h20. Est-ce que Noémie, je poursuis ou je prends trop de temps? T'inquiète, allez-y. Moi, c'est juste pour indiquer que, pour rassurer tout le monde, si vous avez des fenêtres avec des contre-fenêtres, conservez-les. C'est le meilleur coefficient thermique que vous pouvez avoir. Parce que vous avez votre fenêtre intérieure ici. C'est les bien étanches avec des coups froids. Vous avez un espace d'air qui agit aussi comme isolant. Et vous avez la contre-fenêtre qui doit être libre dans sa feuillure. Il ne faut pas venir calfeutrer à l'extérieur parce que l'humidité qu'on génère comme personne à l'intérieur va se condenser si elle ne peut pas être ventilée naturellement par l'intermédiaire de la contre-fenêtre et de l'espace d'air qui est ici. Donc, vous rendez bien étanche votre fenêtre intérieure par la pose de coupe-froid. Le vide, l'espace d'air va permettre déjà de passer, par exemple, de plus 10 à plus 2. L'humidité qui s'accumule va être ventilée parce qu'il y a un jour minime qui permet d'assécher et de ventiler. Donc, la contre-fenêtre doit être toujours libre. Elle ne doit pas être... On ne doit pas mettre un joint de caulking, comme on dit. Il faut qu'elle soit libre. Même aujourd'hui,
on met souvent un petit feutre en dessous ici pour être sûr qu'il y a un petit espace. Et il ne faut pas avoir peur, on ne va pas avoir plus froid. Au contraire, c'est que l'humidité va être ventilée, ça va être beaucoup plus sain et il y aura beaucoup moins de condensation et vous n'aurez pas de fenêtre qui givre si on respecte cette façon de faire. La fenêtre thermos, le problème, c'est que vous avez un seul cadre de bois qui subit plus 20 à l'intérieur, plus 22 et des fois moins 20, moins 25 comme on a connu cet hiver. Alors, le bois travaille et ce qui se passe, c'est qu'il y a des ponts thermiques qui se situent à cet endroit-ci parce que le thermos avec le bois, ça ne travaille pas de la même façon. Donc, il se crée ce qu'on appelle un pont thermique. Ça se décèle, le thermos dans le bois, et là, vous avez de l'humidité, vous avez du froid qui rentre, de la condensation qui se fait. Pour moi, le verre thermos n'est absolument pas supérieur au duo fenêtre et contre-fenêtre qu'on a sur tous nos bâtiments traditionnels. Beaucoup de nos bâtiments, quand vous les regardez attentivement, ont leur duo fenêtre et contre-fenêtre depuis 150 ans, 160 ans, en excellent état encore, s'ils ont été bien entretenus. J'ai des fenêtres thermos que je vois qu'il faut changer après 15-20 ans. Parce qu'en plus, si on ne prend pas le temps de bien travailler le bois, de bien le faire sécher, de prendre le bois avec le meilleur fil de bois, il y a souvent des nœuds dans les bois aujourd'hui qui sont travaillés. On comprend qu'on ne met pas la même ardeur au travail, le même soin à bien choisir, bien faire sécher le bois quand on fait des fenêtres aujourd'hui, à moins d'avoir un artisan, bien sûr, qui s'y connaît bien. Alors, j'insiste là-dessus parce que pour moi, c'est fondamental. Les fenêtres, c'est l'élément le plus déterminant dans l'apparence esthétique d'un bâtiment. Mais il y a aussi les garde-corps, les barottins. Regardez toute la belle diversité. Vous en avez ici en fonte, vous en avez ici découpé, vous en avez ici tourné. Et quand je vois des garde-corps qui sont faits avec cette cochonnerie-là, ce n'est même pas un bon détail de construction. Voyez-vous, l'eau, là, dans une main courante, les barottins doivent être sous la main courante, être protégés, parce que c'est comme une éponge, le bois. L'eau va entrer dans tous les pores du bois et faire pourrir ça si le bois n'est pas protégé par une main courante, placée à l'horizontale. Ici, on vient rapporter, c'est quelque chose qui va durer une dizaine d'années, qui est à recommencer après, et en plus qui est très laid, esthétiquement inapproprié. Je ne comprends pas qu'on fasse encore des choses comme ça. Heureusement, je vois dans les grandes entreprises comme dans les grandes quincailleries qu'on revoit maintenant des barottins tournés. C'est heureux parce que ces espèces de barreaux-là, chipettes, qu'on fait avec une main courante en plus qui est absolument très inélégante et en plus absolument pas intéressante à prendre. Et on peut imaginer que sur une main courante comme celle-là, la main glisse, alors qu'ici, regardez, on s'accroche sur chacun des barreaux. Pour moi, là, c'est de la cochonnerie. Bien sûr aussi, ils sont de la cochonnerie, ce qu'on appelle le maçonnette, le vinyle. Peut-être que là, je me laisse aller, vous m'excuserez si je perds ma neutralité, peut-être, mais j'ai plus le temps d'être neutre quand je vois des cochonneries comme ça. Éviter ces matériaux, dans le fond, éviter les matériaux qui ne peuvent pas s'entretenir. Le maçonnette, le Connexel ne peuvent pas s'entretenir. On choisit du Connexel, soi-disant, pour ne pas avoir à faire d'entretien, mais au bout de 12-15 ans, le Connexel n'a pas le choix. Il a été délavé, il a perdu sa couche de peinture. Il faut le repeinturer. Alors, pourquoi avoir mis du Connexel alors qu'on avait déjà du bois, qu'il fallait juste continuer l'entretien? On nous vend des portes en métal en essayant de reproduire des portes à panneaux comme les portes anciennes. Regardez, ça rouille. Ce n'est pas vrai que les matériaux sont durables éternellement. Les matériaux doivent être entretenus. Choisissons des choses qui s'entretiennent. Regardez ici, en plus, on comprend que ce revêtement de tôle date d'une certaine époque, il y a peut-être des années 50-60, mais on ne peut plus entretenir ça. On ne peut pas entretenir ça. En plus, le marché ne l'offre plus. Donc, il faut se méfier de ces matériaux contemporains qu'on nous vend sur le marché, parce que qui nous assure qu'ils vont être durables dans le temps? Alors qu'une planche de bois, là, ça va être éternel. C'est-à-dire que si on a une planche de bois qu'on doit remplacer, on va avoir un menuisier, un atelier, il va nous tailler de la même façon. Le bois, la ressource, elle est là. On continue à couper du bois. Il faut couper du bois. Le bois qui est coupé garde le carbone qu'il a emmagasiné. C'est écologique, le bois.
Et nos forêts, quand elles sont coupées pour faire transformer en matériaux qu'on utilise dans nos constructions, il n'y a rien de plus écologique. Alors que la tôle sur les murs, parce que la tôle sur la toiture, c'est la meilleure chose. Mais la tôle ne va pas sur les murs, la tôle va sur les toitures. Le vinyle, c'est de la chimie. Si on est préoccupé aujourd'hui d'écologie, de diminuer notre empreinte écologique, revenons au bois. Et le bois, ça s'entretient, le bois, ça dure dans le temps. Réparer, entretenir, c'est payant. Regardez ce bâtiment-là. Faisons abstraction d'intervention ici, mais on peut imaginer que ce sont des grandes ouvertures. Un bâtiment comme celui-là, si on avait à réparer la fenêtre, moi, je vous dis, c'est à peu près 300 $ pour réparer parce que c'est fenêtre contre fenêtre. L'élément qui se détériore, c'est la contre-fenêtre. On enlève la contre-fenêtre, on répare la traverse du bas ou on répare ce qu'il y a à réparer, on remet en place. Ça m'étonnerait que ça vous coûte plus que 300 $ par fenêtre. Une fenêtre de remplacement de qualité équivalente pour ces grandes dimensions-là, ça va vous coûter au minimum 1 200 $, plus le coût d'installation de 200 $ parce que là, il faut qu'elle rentre dans un cadre. Et souvent, ils vont laisser le cadre original à sa place. Ils vont vous proposer un nouveau cadre qui va entrer dans le cadre original. Vous perdez en même temps de la qualité de votre ouverture. Et mon Dieu, je me rends compte, j'ai beaucoup trop d'informations, beaucoup trop de choses et je parle trop. Parce que la question d'isolation est un autre aspect aussi important. L'isolation, là, il faut cesser de penser que c'est sur les murs qu'on va gagner des choses. On perd 50 % de notre chaleur par les portes, les fenêtres, les cheminées. 20 à 50 % par l'entretoit. Les murs, c'est uniquement à peu près 15 %. Arrêtons de focaliser sur les murs. Préoccupons-nous de rendre plus étanches nos ouvertures, l'entretoit et le sous-sol. Rappelons qu'il y avait toute la question de la résistance thermique, là, parce que j'avais fait des calculs pour vous montrer que, dans le fond, je résume sur le fait que nos bâtiments anciens sont absolument dans l'ordre des choses, sont écologiques, ils sont très dans le temps pour ce qui est de la résistance thermique. Regardez un mur de pièce sur pièce nous donne à peu près en résistance thermique 22, alors qu'on demande pour les murs 20 dans les codes. Alors, je ne vois pas pourquoi on se perdrait à essayer d'isoler davantage nos murs. Ils respectent déjà. Un mur de maçonnerie donne 29. On demande 20. Alors, arrêtons de surisoler nos bâtiments. Préoccupons-nous davantage. Je roule vite là-dessus parce que je me rends compte que je pourrais prendre une demi-heure juste pour essayer de vous convaincre. Mais vous allez avoir l'occasion et n'hésitez pas à questionner le groupe conseil si vous avez des questions davantage là-dessus. Je vais, pour essayer de conclure, juste de garder en tête certains faits. Une fenêtre qui a un bon coupe-froid va laisser échapper 5 fois moins d'air chaud. La contre-fenêtre et la contre-porte doublent la résistance thermique. Et le duo fenêtre-contre-fenêtre représente le meilleur choix énergétique. Les soupiraux, il nous les faut dans un sous-sol. Il faut qu'ils soient ouverts l'été pour ventiler, assécher. Et il faut qu'ils soient fermés l'hiver. L'hiver, c'est sec dans nos maisons. Ce n'est pas humide, il n'y a pas de problème. Puis là, il faut les fermer. Il ne faut pas que la neige entre. La fenêtre intérieure doit être étanche, comme je le mentionnais, la contre-fenêtre libre. Et le pare-vapeur. Dans le fond, ce qu'il faut, c'est stopper le plus possible l'humidité que nous générons comme êtres humains quand nous vivons dans un bâtiment. Il faut que ce soit le plus près possible du côté chaud de la maison. La peinture sur nos murs agit un peu comme un pare-vapeur. Mais si vous refaites le revêtement intérieur en planche, par exemple, dans votre propriété, mettez un polythène comme pare-vapeur et ensuite mettez votre revêtement. Alors, la réalisation des travaux, il faut faire les bons choix. Intervenir avec le minimum d'impact, c'est-à-dire que dans le doute, on s'abstient. Ça, c'est intéressant aussi, sensibiliser les ouvriers. Vous ne pouvez pas être là tous les jours, mais sensibiliser sur le fait que vous aimez conserver telle chose, vous voulez conserver telle chose, pour qu'ils soient un peu qu'ils comprennent l'état d'esprit dans lequel vous êtes, de conserver le mieux possible et bien sûr de surveiller les travaux. Excusez-moi, surveiller les travaux. Je vais passer par-dessus ça ici. Regardez ici,
quand j'ai surveillé les travaux, j'ai vécu cette chose-là, cet événement-là. C'est une entreprise de maçonnerie qui est une entreprise très compétente. Ils étaient en train d'installer un chapiteau à l'envers, alors qu'il doit être dans ce sens-là, le chapiteau. Il part de moins large, il va vers le plus large pour supporter l'ouvrage et non pas l'inverse. Mais on peut comprendre, dans une entreprise, le propriétaire est peut-être super compétent, très expérimenté, mais les ouvriers, s'ils sont moins bien formés ou moins bien suivis, peuvent faire des erreurs. Et ça, c'est dans tous les domaines. Donc, à vous, avec votre esprit curieux, vous savez ce que vous souhaitez comme résultat. Vous pouvez donc, sur place, suivre davantage ce qui va se faire puis intervenir adéquatement au bon moment. Et enfin, le programme d'entretien, mieux vaut entretenir que réparer. De codifier les méthodes, les matériaux que vous avez utilisés, suggérer des fréquences d'inspection et d'entretien à chacune des composantes de chaque matériau. C'est clair que chaque matériau a sa cédule d'entretien. Et donc, il faut, dans le fond, pour votre bénéfice ou vos enfants qui prendront la relève ou ceux qui viendront après, leur faire part de vos connaissances là-dessus. Et les réparations sont possibles, sont simples à faire, comme ici la tablette d'une fenêtre, les petits bois d'une fenêtre. Et mon Dieu, je me rends compte, j'ai bien trop mis Je m'excuse, j'ai beaucoup trop d'informations. François, je vous propose de faire une prochaine présentation l'année prochaine. D'accord. C'est déjà préparé. Je vais y aller en rafale, vous pourrez le lire très rapidement parce que je terminais avec ça. Les bonnes pratiques, ça conclut sur ce que je vous ai parlé depuis le début. Faites les études préalables à l'échelle de ce que vous pouvez. Je ne parle pas de prendre 6 mois pour faire des études comparatives et historiques, là. Mais prenez l'essentiel, prenez quelques semaines essentiellement pour retrouver des éléments. De garder en tête de protéger tout ce qui peut être intéressant dans la vie du bâtiment, les apports qui ont été apportés au bâtiment, d'exécuter l'intervention minimum. Ça ne sert à rien de vouloir trop en faire. Donc, de protéger l'authenticité de votre bâtiment, ce qui est vrai, et l'intégrité, ce qui a été peu altéré ou modifié. D'éviter la falsification. Ça veut dire que si vous avez un doute, allez pas trop loin. Alors, la restauration, c'est une opération qui est réfléchie. Vous pourrez le lire dans la présentation. Et je vais terminer avec ces images-là, juste pour dire, regardez, c'est des gens qui font de l'entretien, qui ne bousillent pas leur bâtiment, qui prennent le temps de bien faire les choses. Et c'est ça, la restauration, c'est prendre le temps. Il n'y a pas d'urgence à tout faire la première année. On peut mettre ça sur 5-10 ans, petit à petit. Et de toute façon, l'entretien est un processus continu. Et si on n'attend pas trop tard, on n'aura pas à réparer et remplacer, on aura juste à gratter, à repeinturer ou remplacer un barreau sur un barreau pourri. Alors, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous en m'excusant de ne pas avoir respecté le temps. Je suis sincèrement désolé. Pas d'offense. Je m'étale trop. Mais c'est super intéressant, puis c'est vrai qu'on peut faire un cours de 45 heures sur le sujet, donc c'est sûr que c'est difficile là, de contenir tout ça. Robert, tu as une question? Oui, bien, quand on a des gens compétents comme toi, François, il n'y a pas de danger, mais il faut se méfier des modes. Parce qu'actuellement, là, on voit la mode des murs à la pierre. Et c'est terrible. Dans les émissions de télévision, partout, on voit des murs à la pierre et c'est malheureux parce que c'était jamais comme ça. Et, tout à fait. C'est là où c'est nos préférences qui prennent le dessus parce qu'on aime ça, parce que c'est ancien. On veut voir la maçonnerie. Mais la maçonnerie est un matériau de construction. Elle était protégée. On rejointait avec du mortier à la chaux qui était poreux, qui était friable. Et on faisait un crépi, puis on chaulait régulièrement, à tous les années ou 2 ans, on chaulait. Parce qu'on ne voulait pas reprendre les joints, c'est une opération très, très coûteuse, très dispendieuse. Alors, c'est le crépi qu'on renouvelait régulièrement dès qu'on voyait qu'il tombait. Mais aujourd'hui, avec les seuls problèmes avec les mortiers de ciment, qui sont néfastes pour la maçonnerie, parce qu'ils sont trop durs, ils cassent sous l'action des cycles de gel et dégel, mais on a quand même tendance à vouloir exposer la maçonnerie parce qu'on peut se permettre d'avoir des joints qui sont plus résistants.
Mais au fil des ans, on peut voir beaucoup de fissures, de micro-fissures avec un mortier qui est trop riche en ciment. Donc, il faut que le mortier qu'on choisisse aujourd'hui ait une certaine proportion de chaux. Il y a des formules. On peut donc essayer de trouver un mortier qui à la fois qui bénéficie du ciment qui est plus hydraulique et avec de la chaux aussi pour lui garder une certaine plasticité, ce qui fait que si le bâtiment travaille, le mortier, les joints jouent avec la maçonnerie. Mais c'est clair qu'elle était faite pour être protégée, pour être cachée. Et moi, je parlais aussi plutôt mais c'est correct, là, mais des murs intérieurs, hein, des les murs intérieurs, oui. Mais, OK, moi, je parlais de l'extérieur. D'accord. Je parlais que vous parliez de l'extérieur. Oui, les murs intérieurs, oui. Mais moi, un mur de refend qui est en maçonnerie, l'exposé, il n'y a pas vraiment de problème. Oui, je comprends. Mais intérieurement, c'est un fait que si moindrement on ne chauffe pas en temps opportun la maçonnerie, parce que la maçonnerie a aussi une inertie thermique. Hein? Elle emmagasine la chaleur qu'on lui donne, puis elle nous la redonne l'hiver. Mais reste que s'il n'y a pas d'isolant entre la maçonnerie et l'intérieur, le revêtement intérieur, bien, c'est sûr que ça peut être assez froid. Mais oui. Alors, il y a d'autres mains levées, je crois? Oui, c'est ça. J'invite les gens à poser leurs questions. On va y aller avec Dave Bélanger. Bonjour, M. Varin. C'est toujours un grand plaisir de vous revoir, de vous entendre à nouveau. Deux petites questions rapides. Vous avez parlé de la tôle à la canadienne tout à l'heure. Vous dites qu'il y a seulement au Québec où on a ça. Est-ce qu'on connaît l'origine, le pourquoi ça a été mis en place ici? Écoutez, je ne sais pas si c'est une légende urbaine ou non, parce que personne n'est venu nous le dire. Mais il semblerait qu'il y a eu beaucoup de conflagrations, d'incendies dans nos villages et que l'ingénieur du roi Chosegros de Léry, on monte les années 1740-1750, a exigé qu'on couvre les bâtiments avec de la tôle. Mais à ce moment-là, les feuilles de tôle, il y avait de l'ardoise, la possibilité c'était de l'ardoise, où il y avait la tôle, mais on avait des petites feuilles de tôle. Alors, on a développé une façon de les installer de telle sorte que ça reste étanche en faisant des replis, parce qu'il n'y a aucun clou apparent quand on regarde la canadienne. On part du bas, on va vers le haut, et il y a toujours des replis qui cachent les têtes de clous. Et vous avez vu que c'est mis à l'oblique pour que l'eau coule rapidement, parce que si l'eau perle si c'est posé à l'horizontale, l'eau va perler, ça va faire rouiller la tôle, alors qu'à l'oblique, l'eau va rapidement dégager la toiture. Alors, est-ce que c'est une légende urbaine? Mais moi, c'est ce que j'ai appris, que on avait des petites feuilles de tôle disponibles, mais c'est sûr qu'avec les laminoirs qui vont arriver dans les années 1860, 70, 80, on va pouvoir faire des plus grandes feuilles de tôle. C'est là où on va faire qu'on appelle des boîtes de tôle, où on va vraiment faire des plus grandes laises de tôle et donc améliorer la technique. Et on dit souvent qu'il y a la petite canadienne avec des tout petites feuilles de tôle et il y a la grande canadienne avec des plus grandes feuilles de tôle. Merci. Ma deuxième question, si je peux me permettre, vous avez parlé du verre flotté et du verre du verre sur cylindre. Oui. En dehors de la taille des deux types de verres, là, je comprends que le verre sur cylindre était plus grand. Est-ce qu'il y a d'autres différences? Par exemple, le verre flotté, on voit souvent un peu… dans le verre soufflé, vous allez voir des bulles rondes. Ah oui. Dans le verre sur cylindre, vous allez avoir des bulles oblongues, allongées. Parce qu'on le coupe, il est mis autour d'un cylindre, on coupe, puis il s'étale. Et il y a de l'air qui est emprisonné qui va créer des bulles allongées, des bulles ovales. Alors que le verre flotté, aussi le verre sur cylindre, la planimétrie n'est pas tout à fait égale. C'est-à-dire que si on se promène devant le verre, on sent des irrégularités. Le verre flotté, on vient avoir une planimétrie pratiquement parfaite. Donc, avec le flotté. Oui, on ne sent plus ces espèces du moins beaucoup moins prononcées au tout début, puis maintenant, on ne sent plus du tout ça avec nos verres d'aujourd'hui. Alors, merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. On va être très intéressés de votre ouvrage si vous sortez quelque chose sur l'évolution des matériaux. D'accord. Très bien. Merci. Merci. Merci, M. Bélanger. On avait une question justement, là, peut-être qui reprend un petit peu celle de Robert Bergeron à propos des divisions intérieures. Madame Hélène Gaudreau qui se demandait qu'est-ce que vous pensez des modifications importantes dans les divisions intérieures, notamment de créer des aires ouvertes?
encore une fois, on comprend que toute la réglementation que nous avons dans nos municipalités, on fait en sorte qu'on n'entre pas dans la chambre à coucher des gens. C'est-à-dire qu'on regarde l'aspect extérieur, on veut protéger, mais c'est clair que la forme qu'on voit devrait suivre les fonctions qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on devrait essayer de conserver le plus possible les subdivisions originales. Mais encore une fois, on peut comprendre que parfois, il y a des cloisons qui ont été ajoutées par après, qui sont des cloisons qui ne sont pas portantes. Parce que dans la structure d'un bâtiment, il faut voir qu'il y a des cloisons qui peuvent être structurales, qui sont portantes, et d'autres cloisons qui ont été rajoutées par après, qui ne sont pas portantes. Il n'y a rien qui empêche parfois, tout dépend de l'intérêt ou non d'une cloison, d'enlever une cloison qui n'est pas portante pour donner des espaces plus vastes, plus intéressants. Mais encore une fois, chaque maison est un cas d'espèce. Mais moi, j'aurais tendance à essayer de conserver non seulement le caractère unique de notre bâtiment, ce qu'il nous présente vu de l'extérieur, mais aussi sa personnalité intérieure, de garder tout ce qui fait que notre bâtiment est aussi unique à l'intérieur. Puis moi, je pense que ça ne nous empêche pas du tout ça, de rendre aux normes ou de rendre intéressant et habitable notre bâtiment, d'avoir des toilettes plus modernes. Je pense qu'on peut tout faire ça. Tout est toujours dans la façon de le faire, je pense. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais si vous avez, en tout cas, d'autres questions ou des questions plus spécifiques, je vous invite à les adresser évidemment au groupe conseil à travers un courriel. Là, vous écrivez à info@maisonancienne.qc.ca. L'adresse est sur le site Internet. On a beaucoup de remerciements pour la présentation très intéressante et de qualité. Et là, je vois des mains qui se lèvent soudainement. Louis Tremblay? Oui, mais ce n'est pas vraiment une question, c'est qu'avant de quitter, je voulais dire un gros merci à M. Varin. Vous avez donné le goût vraiment d'aller faire des curetages. Peut-être demain, c'est ça que je vais aller faire. Mais j'imagine que je peux demander au propriétaire avant. Oui. Non, c'est sûr qu'il faut avoir l'accord d'un propriétaire, c'est clair. Évidemment, mais des fois, on aurait le goût d'aller voir ce qui se cache en arrière de certains revêtements, là, tout à fait. Et l'idée, c'est Et combien de fois j'ai dit pendant la présentation, mon Dieu, qu'il a donc raison, vraiment. Mais l'idée aussi, quand on fait le curetage, c'est de le faire de façon modérée, là, de se garder une petite gêne, de ne pas tout enlever d'un coup, mais enlever une petite partie sur un mur qui est moins apparent. Ça fait que si on a à remettre en place, on peut le remettre sans que ça paraisse trop. C'est ici en bas. Merci. Monsieur Côté, vous avez une question de l'autre côté? Oui, bien, c'est une question qui probablement touche à peu près tous les propriétaires de maisons anciennes. Les deuxièmes étages étaient souvent des greniers ou, en fait, définitivement pas habitables là, durant l'hiver. Puis évidemment, ben là, maintenant, aujourd'hui, on se sert du deuxième étage pour mettre des chambres à coucher, des trucs de même. Oui. Mais évidemment, il y a un paquet des boiseries ou des trucs comme ça, ça n'avait pas son intérêt à être dans un grenier. Puis, je me posais la question, est-ce qu'on y va aussi, est-ce qu'on y va de façon plus simple lorsque vient le temps de poser des boiseries ou des trucs de même, ou des encadrements au niveau des portes? C'est sûr que dans le fond, il faut trouver le juste milieu. La falsification ou laisser entendre que ça date d'il y a 200 ans alors que finalement on vient de le faire, mais on peut avoir des encadrements qui sont dans l'esprit, mais qui sont quand même assez simples. Mais voyez-vous, moi, d'où je vous parle actuellement, là, je suis exactement dans les combles qu'on a aménagés. Parce que les combles servaient à la ventilation naturelle d'un bâtiment à l'origine. Alors, donc, il faut si on fait des toits qu'on appelle cathédrales, il faut s'assurer qu'au niveau de l'isolation, que la sandwich, elle est bonne. Donc, mais ça, en soi, c'est une bonne demi-heure, 3/4 d'heure de discussion, de réflexion pour essayer d'expliquer un peu comment bien faire les choses. Mais c'est clair que moi, j'irais dans la simplicité. Puisque vous introduisez quelque chose qui doit par contre s'harmoniser avec ce que vous avez déjà. C'est un juste milieu à trouver. Et puis encore une fois, pour moi, chaque bâtiment est un cas d'espèce. C'est difficile à déterminer comme ça, sans voir le bâtiment en soi. Merci beaucoup. Merci pour votre question. Madame Rollin, Hélène Rollin, vous avez une question?
Oui, bonjour, merci beaucoup, M. Varin. C'est très intéressant et pour nous, ça tombe pile parce qu'on est en train de négocier avec un entrepreneur pour changer les fenêtres. Et c'est un dilemme épouvantable entre ce qu'on nous propose, ce qu'on voudrait avoir, ce qui est sur le marché, ce qu'on nous dit qui est bon. On est vraiment perdu dans tous ces choix-là. Ouais. Et l'opinion d'un est contraire à l'opinion de l'autre. Et de vous entendre aujourd'hui, c'est très aidant pour nous. Le problème qu'on a avec nos fenêtres, c'est une grande maison victorienne, 2 étages. C'est qu'on n'est plus capable d'enlever nos fenêtres doubles, donc pas capable d'ouvrir les fenêtres. Ça devient de plus en plus compliqué d'ouvrir toutes ces fenêtres doubles-là. Donc, on disait, qu'est-ce qu'on pourrait changer? Et évidemment, ce qu'on nous propose, c'est d'insérer dans le cadre actuel une autre fenêtre, puis de perdre, en tout cas, toute la beauté de nos fenêtres, au moins pour le 2e étage, qu'on puisse ouvrir ces fenêtres-là. Fait qu'on aurait 1001 questions. Oui. Et l'autre chose, quand vous avez commencé à parler d'isolant, le polyuréthane, on se fait proposer le polyuréthane. C'est de la cochonnerie, c'est de la cochonnerie. Ah bon? OK. Non, évitez ça. Le problème avec ça, peut-être que c'est que on vous pose ça, vous ne saurez plus du tout ce qui se passe dans votre maison, comment elle évolue, qu'est-ce qui se passe. L'eau peut ressortir d'un bout, puis elle est partie de l'autre bout. C'est de la cochonnerie. Allez-y avec des matériaux isolants qui peuvent s'enlever pour que vous puissiez voir derrière. Si vous voulez ensuite l'enlever, ça colle après tous les matériaux. Ce n'est pas une bonne solution. C'est sûr que pour un entrepreneur, c'est vite fait. Hein? Il arrive avec son chose, il shoot ça, puis le tour est joué. Mais ça, il fait de l'argent sur votre dos là, en faisant ça. OK. Donc, évitez ça. Ouais, c'est ça. Parfait. J'avais une dernière question. Nous, on est dans l'Outaouais. Oui. Est-ce que vous acceptez de donner des conférences? Nous, on serait prêts avec la ville de Gatineau. Mon mari est membre de la Société d'histoire aussi. Est-ce que vous vous déplacez pour donner des conférences? Nous, on serait prêts à s'occuper de la logistique et tout. Là, oui, pourquoi pas. Là, bien sûr, en temps de pandémie, on se garde une petite gêne toujours un peu, mais ça va se terminer ce temps-là, j'imagine, bientôt. Là. OK. Oui, je suis ouvert. OK. On va correspondre avec vous. D'accord. Merci. J'enverrai, comme je vous disais, j'enverrai vos coordonnées à M. Varin, comme ça vous serez en contact. Très bien. Parfait. Merci. On va communiquer avec vous. Excellent, merci. Donc, merci. je vous invite aussi, là, si vous avez des questions spécifiques, encore là, à vous adresser au groupe conseil. Vous aurez non seulement la réponse de François Varin, mais en plus des autres contributeurs. Parce que j'ai aussi une question là, dans le chat sur la laine isolante dans l'entretoit. Donc, je propose, étant donné l'heure bien avancée, là, de nous arrêter ici pour les questions. Comme je vous dis, là, envoyez un courriel. En plus, on répondra spécifiquement à votre cas avec le groupe conseil. Ça, l'isolation, en passant, on peut faire une session d'1 heure juste sur l'isolation. Parce qu'on est confrontés tous à ça. Hein? Et ce n'est pas toujours évident, mais ça, je pense qu'on pourrait aussi sauver beaucoup de bâtiments si on faisait bien les choses. Hein? Oui, non, je suis d'accord avec vous. Puis on est perdu. Comme consommateur, là, on est strictement perdu. Oui. Noémie, conseille à Mme Rollin de nous envoyer à la PMAC là, des photos des fenêtres et tout ça pour qu'on regarde ça ensemble pour voir ce qu'on pourrait conseiller. Parfait. Super. D'accord, excellent, merci. On vous envoie ça parce qu'on a un rendez-vous mardi matin avec l'entrepreneur. Mardi, oui. Bon, envoyez ça rapidement, puis on verra si on peut avoir une réponse aussi rapide, mais sinon, de toute façon, au moins, après qu'il vous ait faire une discussion, là, vous aurez au moins quelque chose pour argumenter. Fantastique. Excellent, merci. Super. C'est à ça que ça sert le groupe conseil. Exactement pour ça. Merci. Donc, je remercie encore M. Varin. Je pense qu'on voit à quel point c'est intéressant, pertinent et utile ce genre de conférences-là puis d'activités-là. Puis, justement, on fera certainement une suite. Là. Je pense que les différents membres du groupe conseil peuvent contribuer aussi là, à ce genre de communication-là, mais c'est un exercice vraiment hautement pertinent.
Je vous invite, maintenant que la saison des conférences virtuelles est terminée, je vous invite, prochainement, on va ouvrir les inscriptions pour la saison estivale. Donc, on va être à Sainte-Hyacinthe pour une journée de visite de maisons anciennes et du patrimoine bâti au mois de juin. Si je ne me trompe pas, c'est le 12 juin. On sera à Saint-Denis-de-la-Bouteillerie le 10 juillet et à Dunham-Stanbridge East le 21 août. Et surtout, peut-être que vous voulez mettre ça tout de suite à votre agenda, le 7, 8 et 9 octobre, on a un gros programme à Arvida pour l'Assemblée générale annuelle de l'APMAC. Ça aussi, les informations vont être prochainement là, disponibles pour inscription sur le site Internet de l'APMAC. Donc, restez à l'affût, lisez les infolettres et les communications. Puis, on se revoit bientôt. Merci à tous de votre participation. Et moi, Noémie, est-ce qu'il reste de la place pour la conférence de Luc Nopin? Ah oui, j'ai oublié, le 15 mai, il restait 5 places ce matin. 5 places? Oui, pour l'après-midi, par contre, ça, il y en a, mais pour la journée complète, ce matin, il restait 5 places. Là, je ne suis pas allée vérifier dans les dernières heures. Donc, si vous voulez être des nôtres là, le 15 mai, il faut s'inscrire rapidement. C'est à Saint-Roch de Richelieu. Le 15 mai. Le 15 mai. Voilà. Merci, Louis. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à tous. Bonjour, à bientôt. Salut, merci beaucoup. Au revoir.